Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau cas clinique et nous arrivons à l'épisode numéro 31. N'hésitez pas à voir les précédents. Et donc comme d'habitude, je vous présente le patient, le cas et vous répondez par la suite au QCM. Et donc là vous êtes aux urgences, il est 11 heures, vous recevez une femme de 67 ans qui est admise pour une altération de l'état général. Elle se plaint de douleurs abdominales plutôt droites, avec comme antécédent un tabagisme actif, un diabète, dyslipidémie. C'est une patiente qui marche peu, assez fatiguée pour son âge, pourrait-on dire. Elle a une tension à 140 sur 75, une fréquence cardiaque à 115, qui est irrégulière, une saturation à 97, une fréquence respiratoire à 26, une glycémie à 0,85 et une température à 38,5 degrés Celsius. On est précis. Et donc, quelle pathologie suspectez-vous? Sachant que vous n'avez pas encore examiné la patiente, vous avez juste ces informations. Il faut déjà évoquer des pathologies. Et je vous propose A, une colite ischémique, B, une embolie pulmonaire, C, une pyélonéphrite, D, une angiocolite et E, une pancréatite. Je vous laisse faire pause, comme d'habitude, et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc, les bonnes réponses, eh bien, c'était tout sauf l'embolie pulmonaire. Alors, oui, effectivement, à un moment donné, on peut suspecter beaucoup de choses. Elle vient quand même pour une douleur abdominale plutôt droite. On partirait pas tout à fait sur une embolie pulmonaire. On va déjà suspecter ces choses-là. Et puis vraiment, s'il n'y a rien à se mettre sous la dent, on envisagera peut-être éventuellement l'embolie pulmonaire, mais d'abord une colite ischémique. Je ne vous ai pas dit qu'on avait toutes les informations. Elle a une douleur abdominale droite, c'est possible qu'elle fasse une colite ischémique. Pyélonéphrite, c'est possible. Une angiocolite, une pancréatite, bref, tout ça c'est possible. L'embolie pulmonaire, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux. Ensuite, vous apprenez qu'elle prend de la metformine, simvastatine et hydrochlorothiazide. Et donc, la question c'est quelle iatrogénie est ou sont possibles avec des S plus ou moins partout avec ces traitements. Proposition A, une acidose lactique. B, une alcalose métabolique. C, douleur abdominale, crampes, diarrhée, oui, des troubles digestifs. D, une augmentation du TFG. Ou bien E, une diminution du TFG. Et je vous laisse faire pause pour les bonnes réponses et prendre le temps de réfléchir. On est parti. Et donc les bonnes réponses c'était une acidose lactique, rapport avec la metformine, l'alcalose métabolique, bah non, c'était l'inverse, hein, l'acidose métabolique lactique et non l'alcalose. Les douleurs abdominales, on va voir que globalement, un peu tout ce qu'elle prend, ça peut donner ça. Et surtout une diminution du DFG en rapport avec l'hydrochlorothiazide, qui est un diurétique, qui peut donc induire une insuffisance rénale, en tout cas une augmentation de la créatinine. Au final, une diminution du débit de filtration glomérulaire. Si on regarde un petit peu les effets secondaires qu'il faut avoir en tête tout de même, donc la metformine doit être vraiment connue. En cas d'acidose lactique, il faut se poser la question, est-ce que le patient prend de la metformine? Au-delà de ça, il y a un risque in fine d'insuffisance hépatocellulaire. Donc s'il y a une acidose métabolique lactique liée à la metformine, on va regarder par la suite le TP, facteur 5, etc. Et donc attention aux comorbidités, attention avec 2T. Il y a aussi des troubles de l'absorption qui sont tout à fait possibles, qui peuvent induire des carences, en tout cas en vitamine B12 par exemple, et des troubles digestifs un peu de manière globale. La simvastatine, donc c'est une statine, comme son nom l'indique, qui est donnée pour les dyslipidémies. Ça peut provoquer des rhabdomyolyses, une histolyse hépatique et des troubles digestifs aussi. Donc vous voyez, il y a quand même deux traitements qui peuvent provoquer des troubles digestifs chez cette patiente, et l'hydrochlorothiazide, qui est un diurétique, peut provoquer des diarrhées. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent lui donner des diarrhées à cette pauvre patiente, et c'est pourvoyeur aussi d'hypocalémie et d'hyponatrémie. Alors c'est un peu le but globalement du traitement, mais quand il y en a trop d'efficacité, on part dans les effets secondaires qui ne sont pas spécialement souhaités, et par ailleurs une déshydratation s'il y a une perte, une diurèse trop importante. Question suivante. Vous remarquez ceci à l'examen clinique. Elle rapporte une douleur lors de l'ébranlement lombaire droit. Elle n'a pas de défense abdominale.
un petit peu sensible, mais pas de défense, et une évaluation numérique de sa douleur à 4 sur 10. Quel bilan sanguin prescrivez-vous? Donc de A à E, une NFS, la procalcitonine C, pardon, BNP, je m'en mêle les pinceaux presque. D, donc le ionogramme sanguin, et E, la calcémie, plus l'albumine ou calcémie corrigée, hein, peu importe. Et donc je vous laisse faire pause, et on est parti pour les réponses. Et donc les réponses, c'était la NFS, le ionogramme, la calcémie albumine ou calcémie corrigée, mais pas de procalcitonine, pas en premier lieu, ça c'est non, et pas de BNP, on n'a pas d'argument en tout cas pour hésiter entre une insuffisance cardiaque et une décompensation plutôt d'une pathologie respiratoire qui est l'indication normalement de dosage du BNP. Et donc on en est toujours là, hein. On pourrait, pour vous imaginer, être au début de la prise en charge aux urgences. Quel traitement débutez-vous? Alors avec un S ou sans d'ailleurs. Proposition A de la ceftriaxone 1 g Ivélante, proposition B du tramadol 100 mg Ivélante, de l'augmentin 1 g Ivélante, du paracétamol pour la proposition D 1 g Ivélante, toujours l'Ivélante, ou bien toutes les réponses sont fausses. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc, eh bien, c'était la bonne réponse uniquement, c'était du paracétamol. On ne va pas traiter immédiatement parce qu'on n'a pas fait les prélèvements. Déjà, on ne sait pas exactement ce qu'on traite. On a une petite idée derrière la tête, mais on ne sait pas exactement ce que l'on traite. Et sans prélèvement, c'est non. Alors, on pourrait traiter de manière probabiliste, c'est d'ailleurs ce que l'on risque de faire à un moment donné, mais il faut de 1 faire les prélèvements, et si on n'a pas le temps de faire les prélèvements, ce qui est quand même très rare, ce serait un cas de choc septique. Un patient qui est hypotendu, marbré, et éventuellement, si on a le temps de faire une gazométrie avec une acidose métabolique, lactique, avec un lactate à je ne sais combien, là oui, effectivement, on pourrait temporiser un petit peu, mais là, il y a le temps, tranquillement, on fait les prélèvements, et après, on met les antibiotiques. Donc pour l'instant, paracétamol, c'est tout. On va déjà essayer du paracétamol, et on va voir si ça fonctionne. Et donc vous recevez le bilan sanguin, l'hémoglobine à 12,8, VGM à 90, globules blancs 15 Giga par litre, une majorité de neutrophiles. Les plaquettes sont à 550 Giga par litre, natrémie 138, potassium à 4,5, créatinine 160, l'urée à 18 mmol par litre, un DFG estimé à 30, une calcémie corrigée à 2,3, une CRP à 110. Le bilan hépatique, la lipase, tout est normal, et le lactate est dosé à 1,8 mmol par litre. Et donc, quelle conclusion tirez-vous? Proposition A, une anémie sur hémorragie digestive. B, une leucopénie. C, une thrombocytose. D, une insuffisance rénale aiguë. Ou bien E, une hypercalcémie. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc les deux bonnes réponses, c'était une thrombocytose et une insuffisance rénale aiguë. Alors l'anémie sur hémorragie digestive, en tirant un peu les choses par les cheveux, on ne l'a pas formellement éliminée. Parce qu'elle pourrait très bien avoir un tout petit saignement discret. Alors c'est pas non plus l'hémorragie cataclysmique, mais elle pourrait avoir un saignement digestif qui provoquerait une anémie. Et encore, elle n'est pas anémiée, parce que les hommes c'est 13 pour le seuil et les femmes c'est 12. Donc, plutôt non. Leucopénie, non, c'est l'inverse. Là, vous voyez que les globules blancs sont augmentés. La thrombocytose, oui, les plaquettes sont augmentées. C'est probablement en lien avec le syndrome inflammatoire biologique. L'insuffisance rénale aiguë, oui. A priori, elle n'avait pas d'insuffisance rénale connue. Et une hypercalcémie, non, puisque le calcium corrigé est dans les valeurs attendues. Et donc, vous faites la bandelette urinaire, la fameuse, et la bandelette indique 3 croix de leucocytes. Pour les nitrites, il y a une croix, glucose, une croix, protéines, une croix, et sang, une croix. Certains diraient une bandelette arc-en-ciel, mais on va essayer d'être un peu plus technique.
Le CBU a été donc envoyé, et les hémocultures ont été prélevées et aussi envoyées. Ainsi, quel diagnostic retenez-vous? Proposition A, syndrome néphrotique, B, syndrome néphritique, C, pyélonéphrite aiguë, D, choc septique, ou bien E, toutes les réponses sont fausses. Et donc je vous laisse faire pause, et je vais vous donner les bonnes réponses avec le commentaire. Et donc la bonne réponse, il n'y en avait qu'une seule, c'était une pyélonéphrite aiguë. Et pour l'instant, on s'arrête là, parce qu'on peut pas encore, on n'a pas tous les éléments pour mieux caractériser ce diagnostic. Donc syndrome néphrotique, bien non, les protéines, il n'y a qu'une seule croix, c'est pas le tableau en plus. Syndrome néphritique, il n'y a pas d'hypertension associée, il n'y a pas non plus de sang de manière importante, donc non, on n'est pas là-dedans, les protéines, une seule croix, donc non, on n'est pas dans ces tableaux-là. La pyélonéphrite, bah oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a frisson, syndrome infectieux, en tout cas compatible, dans le sens où il y a de la fièvre, il y a une CRP, il y a des blancs, et il y a une bandelette urinaire qui est positive avec une douleur lombaire, et donc vous posez le diagnostic de pyélonéphrite aiguë. Choc septique, non, puisque la tension se maintient, nous n'avons pas eu besoin de faire de remplissage pour maintenir la tension, et le lactate n'est pas non plus supérieur à 4 après un remplissage, et on n'a pas besoin d'amine pour le tout. Et donc voilà pour les explications. Maintenant, quels sont, alors une question un peu générale, quels sont les critères d'infection urinaire? Les critères d'infection urinaire à risque de complications. Donc ça c'est un risque de complications, et non les risques de faire une infection. C'est les risques que l'infection se complique. Attention. Proposition A, diabète de type 1. Proposition B, diabète de type 2. Proposition C, rein en fer à cheval. D, avoir 77 ans. Et E, toutes les réponses sont vraies. Je vous laisse faire pause. Et je vais vous donner les bonnes réponses peut-être, avec l'explication. Et donc, attention, le diabète n'est pas un facteur de risque de complications, mais un facteur d'infection, tout court. Il y a plus d'infections en cas de diabète. Vous retrouverez ça dans les recommandations et de la SPILF, et je vous ai mis cette petite étude en plus de cela. Et donc qu'est-ce qu'on a comme facteur de risque de complications? C'est une anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire, donc sous-entendu un rein en fer à cheval, c'est quand même une anomalie organique de l'arbre urinaire. Et le terrain à risque, donc tous les hommes qui font une infection urinaire, c'est une infection qui a risque de complications. La grossesse, oui. L'insuffisance rénale chronique, DFG à moins de 30, oui. S'il y a un certain âge ou un risque de ressources de défense immunitaire un peu affaiblie, donc tout ce qui est immunodépression, et puis l'âge aussi, bien sûr, les patients ont moins de ressources, donc plus de 65 ans et les critères de Fried, vous pouvez les retrouver sur internet, et ou plus de 75 ans, donc sous-entendu avoir 77 ans, c'est bien un facteur de risque de complications. Et donc ça c'est extrêmement important à avoir en tête puisque ça va déterminer notre prise en charge. Et donc la patiente n'est pas encore soulagée malgré le paracétamol 1 gramme Ivélante que vous lui avez délivré, l'hémodynamique est toujours stable et elle est apyrétique. À défaut d'avoir totalement soulagé la patiente, au moins ça a fait baisser un petit peu la température. Que prescrivez-vous à ce moment-là? Proposition A, l'ajout de ceftriaxone 1 g Ivélante. B, l'ajout de tramadol 100 mg Ivélante. C, la reprise de la metformine habituelle, à dose habituelle, sous-entendu. D, un protocole insuline au besoin. Et E, un neuroscanner injecté. Alors je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc les bonnes réponses c'était maintenant on peut traiter, oui, maintenant on peut traiter, on a tout fait, on a fait les prélèvements et il est temps de traiter par de la ceftriaxone. Alors on aurait pu mettre de la fluoroquinolone, enfin une fluoroquinolone, pardon, mais c'est plus pratique et les patients âgés, un peu fragiles, on évite si possible. Alors cette patiente n'est pas très âgée, mais la ceftriaxone c'est très bien, ça marche très bien. C'est une C3G qui fait tout à fait l'affaire. Ensuite, le tramadol si le patient ou la patiente a encore mal. Oui, alors peut-être que la dose est un peu importante, on aurait pu mettre 50 mg. Vérifiez toujours s'il n'y a pas d'intolérance. Après le risque c'est un peu la confusion.
il peut y avoir une légère sécheresse par la suite. Alors ça peut se discuter, mais l'idée est d'aller un peu plus loin dans l'antalgie. Alors soit rajouter un autre palier 1 ou mettre un palier 2 différent. La metformine, surtout pas. Surtout pas. Déjà, il y a l'insuffisance rénale, il y a un probable sepsis sous-jacent. Donc ça, c'est non, hors de question. Sinon, on va faire monter le lactate, c'est pas le but. Et on va augmenter le risque de mortalité de la dame, c'est pas le but non plus. Et on va rajouter un peu d'insuline, si jamais il y a besoin. C'est pas parce qu'on en donne une fois qu'on va en donner pour toujours. Et enfin, l'uroscan. Alors, l'uroscan, c'est pas toujours un scanner qui est injecté. Idéalement, oui, mais pas toujours. Et donc là, on va pas l'injecter. Parce que là, on va déjà traiter, on va essayer de récupérer un peu de points de DFG en l'hydratant, et après on verra si on peut l'injecter. Mais c'est important de l'avoir en tête, cette injection, parce que, rappelez-vous, il y a cette fréquence cardiaque qui est irrégulière avec une atteinte rénale. Le diagnostic est un peu tiré par les cheveux, et bien on va le voir juste après. Après quoi? Eh bien, après les 2 prochaines questions. Eh bien, l'avant-dernière question, c'est celle-là de manière générale. Comment peut évoluer une pyélonéphrite non traitée? Alors, proposition A, il y a un risque d'abcès intra-péritonéal. B, il y a un risque de choc septique. C, un risque d'insuffisance rénale. D, un risque de pyélonéphrite chronique. Et E, un risque de pneumopathie interstitielle. Je vous laisse faire pause. Et voilà les bonnes réponses. Donc c'est un risque d'abcès rétro-péritonéal. Les reins sont dans le rétro-P. Donc il y a un risque d'abcès périrénal, donc plutôt rétro-péritonéal. Le risque de choc septique, oui, on l'a évoqué un petit peu avant. Le risque d'insuffisance rénale, c'est pareil, parce qu'après il va y avoir du parenchyme rénal qui sera non fonctionnel, en lien avec toute l'inflammation locale. Et il y a un risque de pyélonéphrite chronique, puisque si par la suite il y a de la fibrose, il y a de l'extension, de la destruction du parenchyme, et donc un risque d'atteinte de la fonction rénale, et une pyélonéphrite chronique par la suite. Mais la pneumopathie interstitielle, c'est non, pardon. C'était un distracteur, voilà, je cherchais le mot. Et donc, on en vient donc à la dernière question, c'est un électrocardiogramme. Quel diagnostic retenez-vous et quelle thérapeutique faudra-t-il envisager par la suite? Rapidement, sachant que, alors vous pouvez faire pause, je vais vous donner la bonne réponse. Donc rappelez-vous, il y a cette histoire de fréquence cardiaque irrégulière. Effectivement, l'électrocardiogramme, c'est bien irrégulier. Vous voyez que les QRS sont dissociés, il n'y a aucune logique arithmétique. Si vous cherchez les ondes P, alors on pourrait voir des petits zigouigouis comme ça, c'est très, très médical, hein, le terme zigouigouis. Mais non, il n'y a pas d'onde P en fait. Donc s'il n'y a pas d'onde P, que les QRS sont fins, eh bien, il faudra évoquer le diagnostic de fibrillation atriale, ce qui est le cas. Sans trouble de la repolarisation, vous voyez que le ST est totalement fin, et donc il n'y a pas d'atteinte de la repolarisation. Il faudra donc poser le diagnostic de fibrillation atriale, et par la suite, faire le score Chadvask-Asbled, savoir quelle est la balance bénéfice-risque de l'anticoagulation. On pourra proposer, une fois qu'on aura l'imagerie, savoir s'il faut ou pas intervenir de manière chirurgicale, puisqu'on n'a pas éliminé l'obstruction de manière formelle, savoir s'il y a un geste par la suite. Donc, en fonction de cela, on pourra mettre une anticoagulation PEROS ou par HBPM, qui peut être plus pratique à gérer dans un premier temps. Et donc, la question, je vous ai dit, on verra plus tard, le diagnostic, une fréquence cardiaque irrégulière et atteinte rénale. Il faut garder ça en tête, ça peut être une embolie au niveau de l'artère rénale avec infarctus rénal qui se surinfecte. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas vous l'évoquer avant, et c'est compatible avec le dossier de la patiente. Et le diagnostic, eh bien, il faut quand même injecter du produit de contraste, seulement elle a une altération de la fonction rénale, donc on ne le fait pas tout de suite. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce cas clinique, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications, partagez à vos amis, médecins, soignants, tout ce que vous voulez, externe, interne, infirmiers, infirmières, tout ce que vous voulez, vos amis. Mettez un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.